Le cœur de cette rencontre-là va se dérouler autour d'un débat participatif et vraiment sur la question de notre capacité en tant que territoire ardéchois à être résilient face aux défis qui se présentent à nous en termes à la fois d'environnement, d'enjeux sociaux et d'enjeux économiques. Pour amorcer ça, on s'est dit c'est quand même pas très facile de démarrer voilà, direct. Du coup, on a sollicité des intervenants qui ont accepté de nous accompagner dans cet épisode 2. Je tiens à le dire, ils ont aussi eu une capacité d'adaptation. Voilà, je les en remercie. Ils avaient tous dit oui pour le présentiel et ils ont continué l'aventure avec nous quand on leur a annoncé que c'était en visio. Donc, qu'ils en soient fortement remerciés. Donc, nous aurons avec nous Arthur Grimont-Pont des Greniers d'Abondance, qui est un collectif de chercheurs qui justement réfléchit sur ces questions de résilience des territoires. Il nous plantera le décor, en quelque sorte. Arthur, peut-être que vous pouvez allumer votre vidéo. Voilà, très bien. Nous aurons également Jacques Dubail, qui est le maire de Saint-Péray et qui est le président de la communauté de communes de Rhône-Crussol. Voilà, merci, bienvenue. Et également François Fayol et Marine Getty qui feront un duo du collectif Nos Ateliers de Nauzières. Et enfin, Benoît Claret, que nous avons aperçu tout à l'heure, voilà, qui est le président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, qui viendra conclure, plutôt en conclusion du débat. Voilà, vous dire que aussi pour que ce soit, en tout cas que vous puissiez prendre la parole facilement, on a imaginé avec Marie un format qui est un petit peu, voilà, qui ressemble pas à une table ronde, on va dire ça comme ça, classique. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous donner le cadre, en fait, et que vous soyez, ça soit confortable aussi pour vous de tous participer. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Marie. Alors, rebonjour. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'était de nourrir équitablement les neurones et les imaginaires. Donc, est-ce que Elisa, tu peux partager ta slide? Voilà. Le format qu'on a choisi aujourd'hui s'appelle le bocal à poisson. Voilà à quoi il ressemble dans la vie réelle quand on est en physique. C'est des cercles concentriques de chaises et le cercle qui est au milieu est le cercle de parole. Il y a toujours 4 chaises occupées et une chaise vide. La chaise vide, c'est la chaise de la parole du public. Donc, chaque membre du public peut se lever et aller s'asseoir sur la chaise vide pour prendre la parole s'il a envie. Il n'a pas besoin de lever la main. Juste le fait de se déplacer dans l'espace permet d'avoir la parole. Évidemment, lorsque les 5 chaises sont vides, il faut qu'il y ait une personne du centre qui se lève pour qu'il y ait toujours une chaise vide à disposition du public. Et comme on n'est pas en présentiel, la technique du bocal à poisson en ligne va consister à allumer les caméras lorsque vous voulez prendre la parole. Donc, on va d'abord avoir nos interventions des intervenants que Florence vient de présenter. Et juste après, très rapidement, l'idée sera de tisser collectivement des récits qui nous permettront de tisser ensemble une tapisserie qui représente la résilience de notre territoire. Je vais donc demander aux intervenants de bien vouloir allumer leur vidéo. Donc, monsieur Arthur Grimont-Pont, François Fayol et Marine Getty et monsieur Dubail pour commencer. Donc, si vous avez des soucis techniques, vous pouvez évidemment toujours aller sur le chat. Nous avons des collègues qui sont là pour répondre à vos besoins. Par ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à masquer les vidéos des participants sans vidéo. Comme ça, vous aurez vraiment que les intervenants sur votre écran. Ce sera beaucoup plus confortable. Et enfin, sachez que la problématique qu'on cherche à traiter aujourd'hui, ou plutôt la question à laquelle on essaye de répondre, c'est quelles sont les anecdotes et actions qu'on peut raconter qui illustrent la capacité du territoire à amortir les crises et à construire un avenir désirable et durable. Évidemment, on vous reposera cette question au moment où on ouvrira la parole au public.
Et je laisse tout de suite Arthur Gramont-Pont planter le décor de la résilience. Alors, j'ai fait un partage d'écran. Est-ce que ça fonctionne, Marie? Alors, ça fonctionne. Par contre, il n'est pas en diaporama. Ce serait bien s'il était en diaporama. Comme ça, on verrait plutôt. Et là, c'est bon? Ouais, alors ça met un petit temps pour ça. Voilà, parfait. Merci. Alors, rebonjour à tout le monde. Merci beaucoup à la commission agriculture et forêt du Leader et au PNR des Monts d'Ardèche de m'avoir convié à introduire cette session. Donc, j'ai vu dans le petit groupe dans lequel j'étais en présentation qu'il y avait beaucoup d'Ardéchois pure souche ou bien pas du tout pure souche parce que ça fait seulement 40 ans qu'ils vivent en Ardèche. Moi, pour ce qui me concerne, je suis lyonnais et je n'ai pas d'attache depuis longtemps en Ardèche, mais j'ai une petite attache dans le nord de l'Ardèche, du côté d'Annonay, depuis 2 ans. Donc, j'aime beaucoup ce territoire. Je suis très content d'intervenir. Comme on m'a présenté, je suis ingénieur, enfin, on ne m'a pas encore vraiment présenté en détail, mais je suis ingénieur, chercheur à l'Université de Lyon au laboratoire d'études rurales. Et je suis fondateur de l'association Les Greniers d'Abondance, cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance. Et cette association s'intéresse en particulier à la résilience alimentaire. Donc on va essayer de débroussailler un peu ce qu'est ce concept de résilience alimentaire. On en entend énormément parler de résilience. On a un peu peur que ce concept soit dévoyé, que ça devienne un peu tarte à la crème, un peu fourre-tout. On va essayer de voir ce qui se cache concrètement derrière la résilience alimentaire. Alors pour ceux qui se demandent ce qu'est un grenier d'abondance, ce qui a donné nom à notre association, vous avez un exemple, une image de grenier d'abondance sur cette photo. Donc là, c'est un bâtiment qui se trouve sur les quais de Saône, à Lyon, dont la construction a été achevée en 1723 et qui servait à entreposer d'immenses quantités de grains pour nourrir les habitants de la ville de Lyon en cas de crise. Donc c'est un peu un bâtiment emblématique d'une époque où les pouvoirs publics locaux se préoccupaient de la sécurité alimentaire de la population. Aujourd'hui, bien sûr, on a l'impression que notre sécurité alimentaire n'est plus vraiment menacée. Et je ne connais pas de commune, de collectivité qui ait fait de stock de grains pour nourrir sa population. Mais à l'époque, il y avait des pandémies qui étaient d'une autre ampleur que celle qu'on connaît actuellement. Il y avait par exemple la peste de Marseille qui avait ravagé la moitié de la population. Et puis ça menait les communes, les territoires à parfois devoir se confiner complètement, être mis sous cloche. Et il fallait assurer l'autonomie alimentaire de la population. Donc voilà un exemple de bâtiment qui pouvait servir à ce genre de fonction. Alors aujourd'hui, notre système alimentaire, il est très très différent de cette époque. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le système alimentaire? On pourrait répondre avec une définition un peu académique en disant c'est l'ensemble des activités nécessaires pour nous alimenter, mais ça ne nous dirait pas grand-chose de ce que c'est. Donc ce que je vous propose dans cette première partie, c'est d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le système alimentaire aujourd'hui en termes concrets. Pour ça, on prend un produit de consommation tout à fait banal que vous pouvez trouver dans le supermarché du coin. Si vous avez un supermarché, j'imagine que vous avez au moins une supérette, quelle que soit la taille du hameau ou à proximité. Et donc voilà un exemple de produit. On prend sa liste d'ingrédients et le premier ingrédient de ce yaourt à la fraise, c'est du yaourt. Donc vous voyez qu'il est fabriqué à partir de différents produits issus d'une transformation industrielle du lait. Donc il faut d'abord obtenir du lait. En général, dans les élevages conventionnels, on élève des vaches de type Primolstein, et puis après, elles passent en salle de traite, automatique ou semi-automatique, comme l'illustre la photographie du dessous. Pour que la vache produise, il faut encore la nourrir. Alors, en conventionnel, on lui donne principalement de l'herbe et du foin, mais on lui donne également 1 tonne de grains et de tourteaux de maïs par an, ainsi que 1 tonne de grains et de tourteaux variés, colza, maïs, colza, soja, et puis 2 tonnes de maïs en silage. Donc après, ces cultures, pour les obtenir, il faut évidemment les fertiliser. En conventionnel, on utilise pas mal de produits phytosanitaires et d'engrais. Pour obtenir ces engrais, il faut des industries de grande dimension. Donc je vous en donne juste un exemple. Ça, c'est une usine d'ammonium nitrate qui sert donc à produire de l'azote pour fertiliser les sols, de l'azote minéral. En France, on importe la majorité de l'azote qu'on consomme, donc c'est un facteur de dépendance de notre agriculture à l'extérieur. Il y a un écho, peut-être qu'il faut couper un micro quelque part. Ensuite, on passe au deuxième ingrédient, donc c'est des fraises, donc on pouvait s'y attendre. Premier ingrédient yaourt, deuxième ingrédient des fraises. En France, on importe à peu près la moitié des fruits et légumes qu'on consomme. Donc d'où est-ce qu'on importe ça?
Là, vous voyez une image de l'Espagne, bien sûr, et vous voyez une petite péninsule. J'essaye de passer mon curseur dessus, normalement vous devez le voir. Tout en bas de l'Espagne, c'est la péninsule d'Almeria. Si on zoome un peu dessus, on voit que c'est un truc d'assez grande dimension. Ça pourrait faire quelque chose comme la métropole de Montpellier en taille, peut-être 50 km d'envergure d'est en ouest. Et si on zoome dessus encore et qu'on se promène en vue aérienne, on voit que ça ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle la mer de plastique à Almeria. Ce sont des milliers d'hectares de serres dans lesquels on cultive des fraises hors sol avec ce type de culture. Puis il y a des travailleurs migrants, souvent d'Afrique du Nord, qui cultivent à très faible coût des fraises qu'on peut importer massivement en France quand on en a besoin pour les mettre dans des produits où il y en a besoin tout le long de l'année, quoi. Donc là, ce sont simplement les 2 premiers ingrédients de ce yaourt. Et comme le temps qu'on m'a donné est très contraint, je ne vais pas dérouler plus en détail, mais vous voyez qu'il y a également du sucre, qui repose principalement sur des betteraves sucrières, des engrais, des produits phytosanitaires, et une sucrerie qui est à nouveau une industrie de grande dimension. Vous avez également du jus de carotte, qui sert principalement de colorant, avec les usines et les engrais et les produits phytosanitaires nécessaires, de l'amidon de maïs, des épaississants. Donc là, par exemple, c'est la gomme de guar, qui est une légumineuse principalement cultivée au Pakistan, et puis des carragénanes, qui sont des algues qu'on importe principalement de Thaïlande. Enfin, des arômes, qui sont des arômes dérivés de la chimie du pétrole, avec à nouveau des usines complexes mises derrière tout ça. Donc vous voyez que pour réunir simplement les ingrédients nécessaires à ce yaourt à la fraise, il a fallu importer d'un peu partout dans le monde un ensemble de produits agricoles, soit transformés, soit bruts, les acheminer donc avec des porte-conteneurs, des navires vraquiers, répartir tout ça dans les usines du territoire avec un grand nombre de transports. Et puis enfin, on a tous les ingrédients de ce yaourt, et puis on les amène jusqu'à la chaîne d'assemblage finale, où en fait on peut le conditionner et en faire un produit directement utilisable pour le consommateur. Alors directement utilisable, pas encore, parce que là il est dans l'usine, il faut approvisionner les commerces de la grande distribution où on fait massivement nos achats alimentaires aujourd'hui. Peut-être que beaucoup d'entre vous, en général, donc, quand je fais une intervention, on prêche souvent des convertis. Hein, quand on parle au PNR des Monts d'Ardèche ou au leader, il y a souvent des gens qui ont déjà une démarche de transition. Peut-être que bon nombre d'entre vous essayez d'éviter autant que possible la grande distribution ou des chaînes de ce type. Mais il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 90% des achats alimentaires qui sont faits dans les chaînes de la grande distribution ou dans les hyper-discounts. Si on ajoute encore le e-commerce, on irait encore plus loin. Donc c'est vraiment le système qui est très, très majoritaire aujourd'hui. Et donc ce que vous voyez en haut, c'est un parc logistique dans lequel on concentre tous les produits comme par exemple des yaourts à la fraise avant de les répartir sur toute la surface du territoire. Et puis ce que vous voyez en bas, c'est le rayon où le consommateur final n'a qu'à se servir. Donc ce qu'on a vu, c'est tout simplement que derrière un banal produit de consommation courante, il y a un grand nombre d'espèces animales, végétales, importées d'un peu partout sur Terre, et puis un grand nombre d'usines de dimension industrielle, pas exactement le genre de truc qu'on a derrière son atelier à la ferme. Et on se rend donc compte que, d'une part, quand on dit aujourd'hui les agriculteurs nous nourrissent, c'est un peu un abus de langage. Alors, si les agriculteurs sont un maillon absolument indispensable de la chaîne alimentaire, mais on voit qu'ils dépendent en amont de tout un ensemble d'intrants agricoles que je fais figurer sur ce schéma en bleu marine, et puis ils dépendent en aval de toute une industrie de transformation, de distribution, nous, finalement, les consommateurs, les citoyens, et puis enfin, il y a un traitement des déchets. Et puis d'autre part, on se rend compte qu'il y a une grande complexité, difficile à entrevoir. Il n'y a pas vraiment d'expert du système alimentaire, puisqu'en fait, il faudrait un expert d'un grand nombre d'industries, d'un grand nombre de secteurs économiques pour comprendre ce qui nous alimente aujourd'hui concrètement. Alors on pourrait se dire, très bien, ce système est complexe, mais qu'importe, puisque nous mangeons aujourd'hui à notre faim, et même plus qu'à notre faim. Aujourd'hui, l'obésité a triplé en France ces 20 dernières années. Il y a 40% de la population adulte qui est en surpoids, donc en fait, on mange plus qu'à notre faim. On pourrait se dire qu'on n'est pas prêt de faire face à une insécurité alimentaire. Et pourtant, vous savez, il y a des crises, des menaces qu'on appelle globales, qui pèsent aujourd'hui sur plusieurs secteurs économiques, sur notre société d'une manière générale. Et le secteur alimentaire, comme on va le voir, est en première ligne face à ces menaces globales. Donc, la première, celle dont on entend probablement le plus parler, y compris en Ardèche Sud,
c'est le changement climatique. Là, vous avez une carte qui régionalise un peu ce que va être le changement climatique, qui fait figurer l'indice d'humidité des sols à différents horizons de temps. Alors, on prend 1970 comme année de référence, peu importe, c'est une année, disons, passée assez lointaine, et on prend 2055 pour essayer d'estimer quel va être l'indice moyen d'humidité des sols. Et quand ça apparaît en rouge, c'est que ça correspond au niveau de sécheresse extrême actuelle. Donc on voit qu'il y a différentes régions de production importantes, comme c'est le cas de la Beauce ici, comme c'est le cas de la Picardie dans le nord et dans l'est, qui seront soumises en moyenne à un niveau de sécheresse extrême, et ça sera la moyenne. Maintenant, si on regarde en 2085, l'ensemble du territoire français sera en moyenne concerné par des niveaux de sécheresse extrêmes. Et là, on se situe dans le scénario médian de réchauffement du GIEC. Donc, on voit que, disons de façon très probable, on va connaître des sécheresses d'une ampleur qu'on n'a jamais vue dans les années qui viennent. Et alors, qu'est-ce que ça fait concrètement pour l'agriculture? L'eau, c'est le premier facteur, disons, limitant de la croissance des plantes. Et du coup, plus d'eau, des rendements qui sont fortement affectés à la baisse. Par exemple, en 2003, il y avait 20 à 30% de rendement en moins pour les grandes cultures à l'échelle nationale, ce qui se traduit parfois dans une petite région par une annihilation complète des rendements pour certaines cultures. Arthur, les 10 minutes se rapprochent, c'est juste pour faire un petit point de temps. Ah, je m'étais noté 15 minutes, Marie, c'est bon? J'avais noté 10 minutes, moi. Ok, J'avais négocié les 15. Très bien, on a déjà commencé en retard, donc si ça peut être fini d'ici 2 minutes 30, 3 minutes, ça serait parfait. Mais faites comme c'est possible. Je fais comme c'est possible, alors. Une image d'une forêt, je m'appesantis pas dessus, mais vous avez vu les dégâts qu'occasionne déjà le changement climatique sur les forêts françaises, et ça risque d'être assez exponentiel. Ensuite, deuxième menace globale qui pèse sur notre système alimentaire que je vous ai présenté, c'est son hyperdépendance aux ressources fossiles et minérales, et minières d'une manière générale. Donc là, c'est l'usine d'ammonium nitrate. Ce genre d'infrastructure engloutit par exemple 6% de tout le gaz naturel mondial. 1% de l'énergie mondiale va dans la fabrication d'azote qu'on met dans nos champs. Mais il y a également tout le transport dont on est absolument dépendant pour nous alimenter aujourd'hui. Il y a 30 000 camions qui sillonnent la France d'un bout à l'autre quotidiennement pour répartir toutes les denrées alimentaires à la surface du territoire. Et puis, il y a aussi nous, les consommateurs, qui sont massivement dépendants de notre voiture pour nous alimenter. Donc, on se dit, oui, mais c'est sur des petites distances, sauf que c'est un transport qui est très, très peu efficace, puisqu'il revient peu ou prou à déplacer 2 tonnes d'acier ou 1 tonne d'acier, notre voiture, autour de quelques carottes et quelques baguettes de pain pour nous alimenter. Donc voilà, une hyperdépendance au pétrole. Or, le pétrole va faire défaut dans les années ou les décennies qui viennent. En tout cas, il va y avoir une contraction de l'offre de pétrole. On a un peu l'impression que c'est le serpent de mer quand on parle du pic pétrolier, sauf qu'il est certain d'arriver. C'est juste qu'il y avait peut-être des experts qui s'étaient trompés sur la question il y a quelques décennies. En tout cas, aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie, l'Institut français du pétrole, toutes ces agences qui conseillent les décisions publiques, on a dit que dans les décennies qui viennent, on va faire face à une contraction de l'offre pétrolière. Donc c'est un peu inquiétant quand on voit notre dépendance au pétrole. Et enfin, dernière menace globale qui pèse sur notre alimentation, c'est la destruction de la biodiversité. Les scientifiques, les écologues parlent d'effondrement de la biodiversité tant il est rapide. On constate par exemple un effondrement des populations d'insectes. Or, les insectes sont dépendants pour la pollinisation et puis pour tout un tas de services qu'on appelle écosystémiques, la régulation des bioagresseurs, de la propagation des maladies et tout ça. Donc en fait, les écosystèmes se simplifient. Ce que vous présente cette carte, c'est une carte de France des espaces agricoles à haute valeur naturelle, d'une part en 1970 à gauche et en 2000 à droite. Donc un espace agricole à haute valeur naturelle, finalement c'est assez simple, c'est un espace qui combine de la diversité dans son assolement, des infrastructures, disons, des éléments fixes dans le paysage, comme des haies, des prairies permanentes, des prairies humides, et puis une faible utilisation d'intrants chimiques et d'engrais. Et vous voyez qu'en 1970, donc les espaces de haute valeur naturelle sont représentés en gris foncé, ils représentaient la grande majorité du territoire français. En 2000, ils se restreignent principalement aux espaces de montagne, et puis le reste de la France a fait face à une agriculture qui s'est intensifiée massivement, et puis qui la rend moins apte, qui rend moins apte les écosystèmes agricoles à accueillir de la biodiversité.
Donc voilà pour les insectes, une chute absolument dramatique qu'on estime de l'ordre de 2/3 de la biomasse des arthropodes, qui est la branche du vivant qui contient les insectes dans les prairies et les forêts. Et puis après, du coup, mon temps est imparti se termine. Donc il y a des menaces qui ne sont pas de nature globale, mais qui sont plutôt liées à la façon dont nous décidons de nous organiser en tant que société, qui sont par exemple l'artificialisation des sols. Donc là, vous voyez une vue de l'Est de Lyon, et exactement à la même échelle, donc cette photo a été prise en 1970, et exactement à la même échelle aujourd'hui, vous voyez qu'il y a eu une artificialisation massive des terres agricoles, avec des hectares et des hectares de terres très fertiles qui ont été bétonnés, et évidemment un potentiel de production qui est réduit à néant. Et enfin, un déclin de la population agricole qui touche à peu près tous les territoires de la même façon. Donc là, vous voyez la tendance très très nette depuis déjà un siècle, sauf que ce déclin se poursuit alors qu'il y a un agriculteur pour 99 Français. Et là, voilà, la moitié de la population agricole actuelle est susceptible de partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Vous imaginez un peu le faible nombre d'agriculteurs qui va rester, étant donné qu'ils ne sont pas remplacés. Donc voilà, toutes ces menaces, vous voyez qu'elles sont de nature très diverses, très variées, et qu'elles vont avoir des ampleurs, disons des conséquences profondes sur la façon dont s'organise notre système alimentaire. En fait, l'une d'entre elles seulement suffirait à remettre complètement en question la façon dont est organisée aujourd'hui notre alimentation. Donc on se doute que leur cumul, leur multiplication, risque d'occasionner des bouleversements profonds. Donc face à tout ça, on propose de développer ce qu'on appelle la résilience du système alimentaire, c'est-à-dire sa capacité à assurer notre sécurité alimentaire malgré des perturbations variées et imprévisibles. Pour lire plus en détail, déjà on va en parler tous ensemble dans l'atelier qui suit. Pour vous renseigner plus en détail sur le sujet, donc l'association que j'ai cofondée a publié un rapport qui est gratuit sur le site internet qui s'appelle Vers la résilience alimentaire. Donc vous pouvez le trouver dans votre moteur de recherche très facilement et vous renseigner un peu plus en détail sur quelles sont les menaces et comment y faire face collectivement. Merci beaucoup. Merci Arthur pour cette présentation donc autour particulièrement des crises liées au système alimentaire. Pour compléter, puisque la problématique du jour est liée à la résilience agricole mais également forestière, je vais laisser la parole à nos ateliers avec Marine Yetti et François Fayolle qui vont nous parler de l'expérience de leur association dans plutôt le côté forestier. Bonjour, alors je me présente François Fayolle, je suis président de nos ateliers et en fait nous sommes 15 fondateurs dans cette société qui est une société qui s'inscrit, qui veut inscrire son action dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Vous avez à côté de moi Marine Yetti qui est cofondatrice au titre de présidente de sa société qui est une SAS qui s'appelle Les Charpentiers du Coin, mais je se présenterai peut-être mieux tout à l'heure. Et vous avez dans l'assistance aussi Omar Tourougui, qui est retraité apiculteur, qui habite la Mastre, mais qui n'a pas de caméra. Voilà. Nos ateliers, c'est une société qui s'est créée il y a maintenant 1 an et demi. Elle est composée de 15 acteurs qui sont issus tous du territoire, et en particulier un petit groupe qui était sur la zone artisanale de Nozières, qui a été créé par l'ancien maire, et qui a donné finalement l'étincelle au démarrage de ce projet. Et ce projet, c'est tout simple, hein, c'est accompagner les initiatives privées et les initiatives économiques par des projets collectifs partagés qui ont pour objectif finalement de renforcer les projets économiques locaux. Je pense aux agriculteurs qui, tout seuls, isolés, ont du mal quand même à joindre les bouts. Si on s'associe pour faire un laboratoire de transformation végétale, bien entendu, on va améliorer la capacité de résistance de l'entreprise, son développement et la diversité, et aussi la résilience alimentaire, puisque l'objectif, pour la plupart, c'est de produire local et de vendre localement. Voilà. Alors, on a démarré, donc c'est pour nous une nouvelle façon de voir l'économie locale, hein, qui repose d'abord sur la coopération plutôt que sur la concurrence. Et là, on peut faire référence au livre de Pablo Servigne sur le partage étant la nouvelle loi de la jungle et non pas la concurrence. Et il l'explique très bien, c'est passionnant. Donc, on s'est engagé dans 3 projets pour le moment. Le premier projet, ça a été de reprendre une scie qui n'était plus opérationnelle, et tous les acteurs du collectif avaient besoin d'avoir du bois local
Donc, on a décidé d'acheter une scie et on a recruté 2 personnes. Et aujourd'hui, ça fait maintenant seulement depuis le mois de juillet, on a une scierie qui existe à Nozières, sachant qu'il faut savoir qu'il y a 20 ans, il y a eu 4 scieries à Nozières. Donc, on est dans une région de bois. Et c'est vrai que le bois, c'est une des ressources locales, comme l'agriculture. Mais je dirais aussi qu'une des ressources locales, c'est la coopération, parce que ce qui caractérise quand même beaucoup le monde rural en général, mais en particulier l'Ardèche, c'est cette capacité des acteurs à s'entraider, à se soutenir, et on le voit beaucoup chez les agriculteurs. Donc on n'a pas eu de mal du tout à mobiliser les acteurs, c'est presque un réflexe spontané. Le deuxième projet, qui a fait l'objet d'une demande de subvention, et ça y est, il est parti, on commence à faire les fondations. C'est un projet de laboratoire de transformation végétale. Pour cela, on a fait appel à un groupe d'agriculteurs qui ont créé une petite SARL, et eux s'investissent dans la gestion de ce projet. Nous, on va construire le bâtiment, la SAS construit le bâtiment, elle a acheté le terrain, et on va louer ce bâtiment à la SARL qui, elle, achète le matériel et s'occupe d'assurer la gestion de ce projet. Ça, c'est le deuxième projet. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui devrait voir le jour au mois de septembre, au mois de septembre 2021, bien sûr, avec la première saison de châtaigne, puisque c'est quand même le cœur de l'activité de ce projet, c'est la châtaigne, hein, on est bien d'accord, mais ça pourrait être aussi ouvert aux particuliers qui veulent faire leur conserve. Oui, j'ai oublié de dire en introduction que quand ce projet est né, il y avait cette volonté d'être un espace de transmission des savoir-faire. Il y avait plusieurs personnes dans le groupe qui sont très, très sensibles à cette question. C'est qu'aujourd'hui, les savoir-faire disparaissent. Or, si on veut résister à une crise mondiale, à une crise de la diversité, à une crise climatique, à une crise où finalement peut-être qu'un jour on ne pourra plus aller dans des supermarchés pour aller chercher ce dont on a besoin, il va falloir qu'on réapprenne à faire les choses. Et il y a bien cette idée, donc, dans tout ce qu'on fait, de faire en sorte que ça soit ouvert et qu'il y ait la possibilité pour ceux qui savent faire de transmettre à ceux qui ne savent pas faire. Et là, j'en arrive au troisième objectif. Troisième atelier, c'est l'atelier bois. Mais c'est Marine qui vous en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, Marine va une petite anecdote tout à l'heure, mais on va passer la parole à Jacques Dubail pour avoir beaucoup le temps après d'ouvrir à la salle. Alors, je mets le micro. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Parfait, très bien. Bon, moi, de manière beaucoup plus modeste, c'est une petite expérience que l'on a vécue sur la commune de Saint-Péray, dont j'ai la chance d'en être le maire. Saint-Péray, c'est une commune périurbaine à proximité de Guilherand-Granges, donc en face de Valence, située sur la communauté de communes de Rhône-Crussol. Je parle de la communauté de communes parce que ce qu'on va évoquer là, ça reste quand même Saint-Pérolais, mais sur une vision d'un projet territorial. Donc, Saint-Péray, c'est à peu près 8000 habitants à peine. Et la communauté de communes, c'est 13 communes d'à peu près 35 000 habitants. Ça vous donne un peu l'échelle, avec des communes rurales de petite taille et puis des communes plus urbaines comme Guilherand et Saint-Péray. En quelques mots, on parlait tout à l'heure de stock alimentaire, de grenier pour l'aliment. Et ben, nous, on a cette chance d'avoir pu prendre la décision de stocker des terrains pour éviter qu'ils soient construits et artificialisés et du coup permettre l'installation d'agriculteurs, de maraîchers. Voilà. Donc le pari, il était celui-ci quand on est arrivé, nous, aux affaires donc en 2014. Saint-Péray, c'est à la fois une ville urbaine, mais aussi voilà, 2400 hectares, donc de la surface boisée, de la surface agricole et une plaine qui est longée entre le Rhône et la partie urbaine d'à peu près 130 hectares, qui est sur Saint-Péray en grande partie, mais aussi un peu sur Guilherand et sur Cornas, situé. On avait argumenté en disant qu'on pensait que ce n'était pas forcément la bonne solution de tout urbaniser. Il y avait à peu près 1500 maisons prévues et une quinzaine d'hectares en zone économique commerciale. Et donc, on a plutôt présenté notre candidature en disant qu'on voulait inverser la tendance et que notre premier acte fort politique, ça serait de réviser le fameux plan local d'urbanisme pour déclasser ces terrains et les ramener en zone agricole, ce que nous avons fait. Et ça, on est en 2014-2015, non sans mal, mais avec deux, trois éléments qui nous semblaient forts. C'est un soutien fort de la population, avec quand même la logique de le faire en accompagnant la démarche, en expliquant, en rencontrant les propriétaires.
pour qui c'était difficile aussi de voir passer leur terrain de constructible à non constructible. Il y a quand même des enjeux patrimoniaux de gens qui ont travaillé toute leur vie et qu'on peut entendre. Et aussi expliquer où on voulait aller. C'est-à-dire qu'au-delà d'une décision un peu unilatérale d'élus, c'était plutôt de travailler. Donc, on a créé des comités consultatifs pour associer la population. Et pour réviser ce PLU, on n'a pas pris de bureau d'études. Je pense que c'est aussi, je ne dis pas que les bureaux d'études ne sont pas la clé dans certains cas, mais là, on a plutôt internalisé en recrutant quelqu'un qui avait une fibre un peu d'aménagement, de géographe, mais aussi social, ou en tout cas de relations. Et ça a permis que ce PLU soit révisé en fin 2015 avec aucun recours. Voilà, donc ça, c'est quand même pour nous un élément déterminant. Je vais essayer d'être très concis pour dire que depuis, on est donc passé à l'acte. Alors, on a été bien aidé en fait parce que l'équipe municipale précédente avait stocké des terrains en vue de doper budgétairement les choses, puisque ces terrains étaient achetés à bas prix pour les construire ensuite et les revendre plus cher. Et donc, ce qui a favorisé pour nous la démarche entreprise, c'est que la ville se retrouvait avec une trentaine d'hectares en pleine propriété. Et ça a été grandement facilitateur pour la démarche, vous allez vite comprendre, parce qu'une fois qu'on avait déclassé ces terrains, on avait donc des terrains de propriétaires privés relativement morcelés. La plaine, c'est à peu près 400 propriétaires pour vous situer, donc vous voyez un peu les enjeux. Et nous, sur ces 100 hectares, on avait une trentaine d'hectares en pleine propriété ville. Ça nous a permis de petit à petit d'affiner notre projet et du coup, en partenariat avec les gens qui nous ont accompagnés dans la démarche, mais aussi des institutionnels, la Chambre d'agriculture, la SAFER, etc., de travailler sur notre volonté d'installer des gens pour finalement produire et, si possible, consommer local. Et du coup, on a pu installer dans un premier temps des maraîchers, des producteurs de céréales pour faire du pain, un producteur de céréales pour faire des pâtes, un producteur de plants, un producteur de petits fruits. Et du coup, maintenant, on est aujourd'hui à 8 installés, 8 professionnels installés. Certains étaient déjà agriculteurs, d'autres le sont devenus. Et on a travaillé petit à petit à ce développement. Alors, ce n'est pas idyllique, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, tous ces professionnels ne sont pas à 100%, ils ne vivent pas de leurs revenus, mais l'objectif, c'est qu'ils en vivent. Donc, on a mis à disposition les terrains dans un premier temps par une démarche qui s'appelle le Comoda, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la partie fermage agricole, on a préféré se donner un peu de temps et que pour nous, ville comme pour le preneur, ce Comoda permettait en fait d'avoir un peu plus de souplesse et moins d'engagement sur la durée. Et puis petit à petit, ces Comodas se transforment en baux agricoles classiques qui permettent de s'installer sur la durée. Pour faciliter l'installation, dans le cadre des Comodas, on a mis les terrains à disposition gratuitement. Et ensuite, on a travaillé sur les ressources en eau, puisqu'on a la chance d'être sur la nappe phréatique du Rhône. Donc évidemment, une eau à utiliser avec précaution et intelligence. Je vais trop vite, je vais pas assez vite. Je ne vous entends pas. Oui, pardon, il va falloir conclure bientôt. Que j'accélère? Vous accélérez ou vous concluez, enfin, vous n'êtes pas obligé je vais conclure de alors. Ouais. Bon, alors je conclue en disant que voilà, on a pu mettre à disposition ces terrains, que pour l'instant ça fonctionne. Et la dernière expérience en cours, c'est qu'on va mettre une pépinière pour des jeunes qui veulent s'installer sans forcément s'installer définitivement à Saint-Péray. Donc on va mettre ça en place. Et on a travaillé évidemment à l'éducation, aux cantines durables dans le cadre de partenariats avec d'autres villes. Et là, on a mis en place, grâce à la NCT, des thématiques autour de la santé et de l'environnement. Et on participe à une fabrique de 4 villes qui travaillent ensemble sur ces thématiques santé, environnement, alimentation, via l'éducation, parce que celui qui a la clé, d'après nous, l'élu est important, mais le consommateur et l'habitant est déterminant. Merci beaucoup. Alors, c'est pas parce que je vous fais conclure, que ce soit Monsieur Fayol ou Monsieur Dubail tout de suite, que vous ne pouvez pas reprendre la parole après pour raconter des anecdotes. Je vais d'ailleurs donner la parole à Marine tout de suite. Avant cela, je rappelle du coup le cadre de l'ouverture du débat. Là, n'importe qui aujourd'hui qui regarde peut allumer sa vidéo pour prendre la parole. Vous avez dans le chat, en appuyant sur le petit onglet « Converser », la question que l'on essaye d'adresser aujourd'hui, qui est « Quelles anecdotes ou actions agricoles ou forestières puis-je raconter qui illustrent la capacité du territoire
à amortir les crises dont nous a parlé Arthur, à construire un avenir désirable et durable. Donc, on a déjà eu des exemples de M. Dubaï, des exemples de nos ateliers, et je propose de commencer avec une anecdote racontée donc éventuellement par Marine Jetty, sachant que pour qu'on puisse avoir le maximum d'anecdotes et qu'on puisse tous tisser un récit collectif, je vais limiter la prise de parole à 2 minutes, et donc le signe comme ça veut dire que le temps est en train de se terminer et qu'il faut conclure. Marine, tu as la parole. Pas de micro. Oui, je disais. Merci. Du coup, moi, je suis charpentière, donc j'essaye de travailler le plus possible à moins d'une demi-heure de chez moi. Vous m'entendez là? C'est assez fort? Ouais, d'accord. Et alors moi, les anecdotes que je peux donner, c'est plus... donc moi, je travaille sur la transformation du bois donc pour construire des charpentes. Donc il y a un peu moins de transformation que pour de la menuiserie ou de l'ébénisterie. Et du coup, on est confronté vraiment des fois à où est-ce qu'on se fournit en bois, les gens le demandent. Et voilà, donc nous, on a mis plusieurs choses en place par rapport à ça. Et ça rejoint ce que disait François sur la conservation du savoir-faire. On travaille les bois à la hache encore pour certains projets. C'est-à-dire que, par exemple, si on trouve des châtaigniers qui ne vont pas pouvoir être sciés parce qu'ils sont trop tordus ou parce que, juste ça, c'est quand même possible de les utiliser dans des bois de charpente. Mais juste pour ça, il faut évidemment avoir un certain savoir-faire. Du coup, on utilise la hache pour équarrir les bois. Et ensuite, on va venir les positionner dans la charpente à l'endroit où ils sont prédestinés de par leur forme et tout ça. Donc ça nous arrive d'aller choisir les bois dans la forêt avec le bûcheron et ensuite de les travailler directement sans passer par un scieur. Et juste une autre petite anecdote, je ne sais pas si ça fera réagir certaines personnes, mais il y a certaines choses qui me choquent complètement dans la filière bois. J'étais chez des clients l'autre jour là, qui m'ont demandé, on aurait dit qu'ils avaient peur de me demander ça comme si j'allais les mordre. Ils m'ont demandé si par hasard ce serait possible d'utiliser dans leur charpente du châtaignier qui viendrait du coin. Et je leur ai dit, oui, évidemment. Enfin, moi, ça me plaît de me trouver face à des gens qui ont cette démarche-là. Et du coup, ils m'ont raconté qu'en fait, ils en avaient parlé au charpentier qui était venu avant pour faire un devis, et que le charpentier leur avait dit qu'en fait, sur les bois qui étaient pris comme ça, ils ne pouvaient pas leur fournir d'assurance décennale parce qu'il n'y avait pas les traitements qui étaient garantis 10 ans, il n'y avait pas tout ce genre de choses. Et moi, je trouve ça complètement aberrant parce que ces gens-là, je leur ai dit, mais moi, ma charpente, je vous la garantis 100 ans si vous voulez, c'est pas la question. Et juste voilà, c'était juste pour mettre le doigt sur le fait que maintenant, tout ce qui est norme devient un peu contraignant, devient complètement contraignant, et ça nous amène à faire des choses illogiques, notamment tout ce qui est assurance, tout ce qui est norme, tout ce qui est tout ça. J'entends que c'est pour protéger le consommateur, que c'est pour protéger, mettre un peu des cadres et des normes et pour qu'on fasse pas n'importe quoi, mais je pense qu'il y a des fois où ça nous dessert vraiment dans l'idée de faire les choses de manière logique. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que pour l'instant, aucun des membres du public... Ah si, nous avons un membre du public qui veut nous... Ah, super. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter, Monsieur Cataneo? Non, il a éteint sa vidéo tout de suite. Monsieur Dubaï, est-ce que vous en avez une autre à nous raconter d'anecdote ou une action? Non, moi, j'écoute avec grand plaisir et c'est toujours intéressant de partager les expériences, donc je suis plutôt à l'écoute. Alors, Monsieur Forel. Oui, donc Emmanuel Forel, Chambre d'agriculture. Moi, j'ai bien apprécié les présentations, notamment la première là, qui est très globale et qui nous amène à réfléchir globalement, mais après, il faut aller localement, prendre la mesure de ce qui se passe au niveau local. Moi, je voudrais rappeler que sur l'Ardèche, il y a 50% de la SAU, c'est des terres très, très séchantes. Et dans l'évolution du climat, ça va nous poser des soucis et des difficultés par rapport à la sécheresse. Que les terres qui sont à bonne réserve utile, ce qu'on appelle la réserve en eau des sols, c'est que 25% du territoire de la SAU du département. Et donc, je pense, c'est un peu ce qui a été fait sur Ardèche-Rhône-Coiron, c'est-à-dire que les terres qui ont du potentiel, il faut absolument les protéger pour l'agriculture parce qu'on en a besoin pour produire et pour valoriser l'eau du sol, quoi. Donc, ça me paraît indispensable. C'était une première remarque, je ne sais pas si je pourrais en faire d'autres. Alors, c'est possible de faire des remarques. Par contre, l'idée, c'est vraiment de raconter des anecdotes qui illustrent la capacité du territoire à amortir les crises ou construire un avenir désirable. La capacité, c'est qu'on a quelques sols qui sont de très bonne valeur,
et qu'il faut absolument, absolument les protéger. Merci. Charlotte? Oui, bonjour à tous. J'ai une toute petite anecdote. Donc, dans ma vallée, j'ai rejoint un groupement d'achat de produits bio que plusieurs participants connaissent bien. Et il y a à peu près un an, j'ai commencé à leur parler à peu près de ce que Arthur a présenté tout à l'heure, des questions de risque sur le système, risque d'approvisionnement, résilience. Et en fait, plusieurs des membres du bureau m'ont un peu rayonné en me disant « Mais enfin, Charlène, ici, tout le monde a 3 mois de stock de nourriture chez lui. De quoi tu nous parles de risque d'approvisionnement? Ça n'existe pas ici parce que tout le monde a de quoi se nourrir en stock au cas où il y ait un blocage comme ça a pu arriver il y a quelques années ou dizaines d'années et qu'on ne puisse pas aller chercher en bas, entre guillemets, du réapprovisionnement. Donc voilà, j'étais un peu surprise, mais c'est vrai qu'ici, on est sur des territoires où les gens ont peut-être plus, à cause des difficultés de déplacement, à cause des habitudes et puis aussi de la transmission des savoir-faire, l'habitude de produire eux-mêmes leur nourriture et peut-être d'en stocker beaucoup. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes en passe d'être racontées? Peut-être que Arthur, par exemple, vous pouvez éteindre votre caméra pour l'instant, ce qui peut laisser de l'espace à d'autres intervenants. N'hésitez pas à allumer vos caméras si vous voulez prendre la parole pour raconter des histoires. Allez-y, allez-y. Jean-Luc. Alors moi, nous, on est à Saint-Paul-le-Jeune, dans vraiment le sud-sud de l'Ardèche. Alors, on a la malchance d'être dans une zone très sèche, où l'eau est précieuse. On a initié il y a un an des choses parce qu'effectivement, on était, comme la précédente auditrice, très sensible à qu'est-ce qu'on allait devenir demain si jamais des événements de tous ordres nous tombaient sur le coin du nez, que ce soit la problématique de l'absence de pétrole ou un événement qui est arrivé plus tard, comme le Covid. Et on s'est posé la question de savoir de quoi on allait se nourrir en cas d'événements comme cela, sachant qu'effectivement, dans l'histoire du village, chacun avait son jardin, mais a fini par l'abandonner. C'est d'ailleurs ce qui a été la force du village. Et tout le monde a fini par l'abandonner. Et bon, maintenant, c'est en friche pour les grandes surfaces ou les marchés. Donc, on s'est posé la question de savoir effectivement qu'est-ce qu'on pourrait réinitier pour retrouver de l'autonomie et de la résilience alimentaire. Donc, on a commencé par sensibiliser la population en diffusant 40 vidéos sur la vie des maraîchers qu'on a ensuite réintroduits dans nos marchés de producteurs localement pour faire face à des gens qui sont bienveillants, évidemment, mais des primeurs qui font effectivement venir des produits de divers horizons, que ce soit du Gard ou de l'Espagne en passant par le Maroc. Et on s'est dit, effectivement, si demain, il y avait effectivement des problématiques de ce niveau-là, eh ben, on ne pourrait plus s'appuyer sur ce type de primeur. Donc, il faut aussi réinitier des initiatives locales. Et donc, on a commencé par essayer des choses, de relancer notamment des jardins partagés, des initiatives de jardins collectifs, des collectes citoyennes de raisins ou d'olives. Et on est en train de travailler effectivement sur une commission agriculture et forêt pour voir comment préserver notre eau et trouver effectivement des productions qui soient en adéquation avec l'évolution du climat et la préservation de l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes? Là, je me retrouve toute seule. C'est pas possible. Voilà. Merci. Nos ateliers, vous avez d'autres anecdotes à partager ou des actions? Alors, il faut allumer le micro. Pardon, j'oublie à chaque fois. Non, je voulais juste dire que c'est vrai que j'entends beaucoup là, j'ai l'impression des gens qui ont parlé, le fait de réintroduire des pratiques, comme de faire des réserves, comme de faire des jardins, comme de faire tout ça. Moi, j'ai l'impression que, typiquement, avec nos ateliers, ces pratiques-là de partage d'outils, en fait, elles existent par chez nous. C'est-à-dire qu'on sait tous que dans la grange d'un tel, il y a un combiné bois qu'on peut utiliser. On sait tous que dans le bâtiment d'un autre, il y a une éplucheuse à châtaigne que peut-être il veut bien nous louer à voir. Et nous, je sais qu'au-delà de ça, au-delà du partage qui existe déjà sur des territoires comme les nôtres qui sont un peu enclavés, il y a aussi, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était regrouper tout ça et le rendre non pas dépendant d'une personne qui veut bien prêter
combiner tout ça, mais plutôt de le rendre collectif et de le rendre à la communauté. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez rester avec moi parce que je dois admettre que quand on est deux, c'est quand même pas, c'est pas pareil pour un débat ou un partage. La commission agriculture aussi, les membres de la commission agriculture, je sais pour les avoir entendus qu'il y a certaines anecdotes que vous avez également. Je vois que Florence a allumé sa caméra et qu'elle pourra aussi nous en raconter. Je vous laisse donc raconter vos petites expériences. Linda? Alors, je crois que je t'entends pas. Est-ce que je suis la seule à pas… Non, on ne t'entend pas, Linda. Alors, le temps qu'on règle cette affaire-là, est-ce que, Florence, tu peux peut-être prendre la parole en attendant qu'on voit avec Linda ce qui se passe? Oui, moi, je voulais juste vous partager… Ça marchait. On écoute Florence et puis… Non, moi, je voulais juste partager une réaction. J'ai eu l'occasion de participer à une journée nationale sur ces questions-là avec mes autres collègues de parc, d'autres PNR. Et leur réaction, c'est de dire oui, mais bon, en Ardèche, le parc des Monts d'Ardèche, vous avez une chance inouïe en fait. Vous parlez de résilience, mais vous y êtes quoi. Vous avez une diversité de produits qui est considérable. Vous avez tous les étages de végétation, de la montagne à la vallée. Vous avez aussi une identité de territoire qui est très forte. Et de ce lien à l'Ardèche avec l'envie de le faire vivre. Enfin, voilà, nous, c'était évidemment pas tous les parcs qui disaient ça, mais il y a des problématiques de territoire ailleurs qui peuvent être nettement plus difficiles. Et je pense que c'est aussi important de prendre conscience des atouts que l'on peut avoir et et quelque part d'être ambitieux aussi sur la façon de pratiquer l'agriculture et la forêt pour demain, quoi, face aux crises. Voilà, je voulais juste partager ça parce que c'est vrai que je pense que des fois, on a toujours l'impression qu'on est un peu à la traîne. Alors, c'est évident qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que quand on voit la chute de la population agricole, par exemple, je pense que là, il y a un vrai défi aussi de société pour nous, mais on a aussi des atouts à faire fructifier. Et d'ailleurs, les atouts, on les a bien vus hier. Oui, tout à fait. Voilà. Jean-François, notre chef cuisinier qui nous a fait la démonstration culinaire hier, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était assez impressionnant la manière dont il a aussi fait valoriser un nombre considérable de produits. Et juste pour terminer, je pense que dans les gens qui sont présents là aujourd'hui, je sais que certains sont en train de mettre en place des choses assez intéressantes sur la question de l'installation agricole, mais aussi sur d'autres sujets. Et je vais aller les chercher. Participer. Et on écoute Linda. Je passe la parole à Linda. Oui, je vais parler déjà de mon expérience personnelle sur ma ferme pour amortir les crises et après je parlerai d'un truc plus général. Donc moi sur ma ferme, ce qui s'est passé, c'est qu'avant je travaillais beaucoup avec des maquignons, j'étais en circuit relativement long et voilà, donc il y a une dizaine d'années je suis passée en agriculture biologique, ce qui pour moi était une évidence, même si mes brebis, j'ai un système pastoral à l'ancienne, quoi, donc ça a été très facile la transition. Et du coup, je suis passée en vente directe. Donc là, c'est une reconnaissance au niveau de mon métier parce que mes clients sont très satisfaits de ma viande. Moi, j'élève des agneaux en plein air et uniquement à l'herbe. Et les agneaux restent toute l'année avec leur mère. Donc au niveau pareil, au niveau bien-être animal, ben voilà. Mais c'est en fait ce que les anciens faisaient dans mon territoire depuis des décennies. Moi, je suis partie derrière. Et pour vous dire, donc depuis quelques années, au niveau des sécheresses, c'est vrai que moi, sur mon troupeau, je le constate toutes les années. Là, par exemple, jusqu'à il y a 3-4 jours, elles étaient encore en montagne, ce qui avant, elles étaient là déjà fin octobre. On a maintenant des printemps très secs, des automnes où à la rigueur, on a une pousse de l'herbe presque pas plus importante, mais assez belle jusqu'à très tard. Donc voilà, il faut s'adapter. Et moi, pour m'adapter aussi, j'ai changé la race de mes brebis. J'ai désormais des rouges du Roussillon, donc c'est une race en plus qui est menacée, donc c'est aussi un devoir de nous de garder ces vieilles races rustiques
Et voilà, donc, et du coup, en fait, je l'ai prise parce que c'est une race qui est adaptée à la sécheresse, qui est un peu moins gourmande que la blanche du Massif central que j'avais à l'époque, et qui est très rustique. Donc, qui s'adapte vraiment au pâturage sec. Donc, c'est vrai que nous, on essaye tous de s'adapter parce qu'on sent qu'il y a des changements. Moi, je le vois au niveau de la végétation, je le vois au niveau des zones de pâturage de mes brebis. Et voilà, il faut vraiment s'adapter, mais après, il faut garder un discours positif parce que moi je crois en l'agriculture, je dis que c'est l'avenir et qu'il faut arrêter les discours l'agriculture c'est pas rentable, l'agriculture vous allez vous épuiser, il y a des super initiatives sur le territoire et il faut les booster. Et puis juste par rapport au niveau collectif, au niveau du Covid, on a très bien vu que les gens d'un coup se sont retournés encore plus vers le local, vers les circuits courts et qu'il y a eu des super initiatives. Bon, nous, avec Agribio Ardèche, on a créé les stolons il y a 3 ans, mais on en parlera lundi et c'est bon, une belle initiative. Mais du coup, il s'est créé plein de petits drives fermiers, de vite, les marchés de plein air sont interdits, allez vite. Et nous, on a une capacité d'adaptation assez forte. On a des réseaux, on essaye de travailler en collectif. Voilà, il y a plein d'initiatives. Donc, je voudrais dire, c'est vrai qu'il y a des crises, on est devant de gros problèmes, mais j'ai confiance en notre capacité d'adaptation, mais surtout, il faut se complémentariser, il faut se fédérer, il faut avancer, quoi. Voilà, c'était pour mettre un petit discours positif, parce que c'est vrai que des fois, quand on entend tout, ça fout un peu le blues. Bah, merci beaucoup, Linda. En plus, on est là pour savoir en quelle mesure notre territoire est résilient. Donc, c'est très bien. Merci pour cette intervention. Monsieur Jean-Marc Jacopelli. Oui, bonjour. Juste une petite réflexion concernant les savoir-faire. Il est fondamental et je partage tout à fait cette notion de conservation, de transmission des savoir-faire ruraux. Il y a quelques temps, on va dire quelques années maintenant, j'avais participé avec les collègues d'AgroSup Florac et hier Claire Herzog, donc participé à l'atelier. À des réseaux d'échanges, c'était au niveau européen. Déjà, je trouve que c'est intéressant, évidemment, de travailler sur nos territoires, intéressant aussi de partager avec d'autres territoires qui sont dans les mêmes, on va dire, configurations. Et voilà, donc vraiment encourager la conservation de ces savoir-faire et leur transmission. Et l'autre point, c'était juste une action qu'on a mise en place sur le domaine de l'huile de serre qui concerne l'agroforesterie. Parce que, donc, il y a une dizaine d'années maintenant, on a mis en place une parcelle viticole en agroforesterie. L'objectif, c'était jouer sur la biodiversité fonctionnelle, jouer sur l'atténuation des changements climatiques, sur les cycles des éléments et bien d'autres éléments. Aujourd'hui, le vigneron, la vigne et l'arbre, pour le vigneron, ça ne fait pas forcément un bon ménage. Donc là, il est nécessaire de réapprendre et de réintroduire de la complexité dans nos systèmes. Je pense qu'un système élevage de brebis sous châtaignier, et voir de la myrtille, et Linda, tu ne me démentiras pas, mais c'est un système complexe. Donc on a la chance d'en avoir sur notre territoire. Il faut avoir l'intelligence d'en réinventer dans d'autres zones où ils sont peut-être un peu perdus, en mixtant les savoir-faire qu'on a pu acquérir par l'expérience dans le temps, mais aussi la modernité. Moi, dans la parcelle en agroforesterie viticole, on passe une machine à vendanger, il n'y a pas des arbres au milieu des vignes, et si on veut passer une prétailleuse, on prétaille, etc. Donc, ouais, elle est en bio et c'est un système de culture innovant. Donc, des expériences qui existent, et il y en a beaucoup sur le territoire, mais à partager, échanger, multiplier. Voilà. Merci beaucoup. On va se rapprocher du moment où on va de nouveau donner la parole à nos intervenants. Est-ce qu'il y a une dernière anecdote à Gaston? Gaston va nous raconter la dernière anecdote du débat participatif. Peut-être, ou si Marine en a encore une autre avant de partir. Non? Très bien. Alors Gaston, tu auras le mot de la fin. Ah, il faut le micro. Je salue ma collègue Marine Charpentière. Moi, j'ai été charpentier pendant pas mal de temps et en même temps agriculteur. Bon, je suis sur les châtaigniers. Voilà. Ma passion, c'est le châtaignier, effectivement. Alors, il y a quelques années, on a eu l'opportunité d'acheter une propriété à côté de chez nous. Et pour ça, on s'est associé
avec des copains, avec des gens qui avaient le même objectif, la préservation des terres agricoles. Voilà, donc sur ces terres, il y avait des terrains constructibles. Alors, on a monté une structure pour acheter collectivement cet ensemble. Et ces terrains constructibles, finalement, on les a petit à petit. Enfin, il y a une partie du projet qui est construite. Il y a deux autres petites maisons qui vont être construites prochainement. Mais on a gardé en collectif toutes les terres agricoles et la forêt. Voilà. L'idée étant que essayer de préserver tant qu'on peut l'agriculture, les espaces forestiers, les espaces agricoles, les jardins, etc., pour éviter qu'un jour, voilà, il y a des Hollandais qui arrivent et ils plantent une piscine et c'est la catastrophe, quoi, parce qu'après, à partir du moment où les terres agricoles tombent dans la résidence secondaire, pendant 8 mois, 10 mois, c'est les ronces qui envahissent. Pendant 2 mois, il y a des gens qui vont se battre contre ça. Parce qu'on est quand même dans des zones qui sont extrêmement forestières chez nous. Hein, extrêmement, c'est vraiment la nature. Hein. On est dans des espaces Natura 2000 avec une biodiversité très importante. Donc, pour préserver tout ça, pour préserver surtout la possibilité de maintenir une agriculture. Donc, on a monté ce système. Bon, c'est une SCI, c'est pas génial. Le terme ne me plaît absolument pas. Nous, on parle plutôt d'un collectif. Mais voilà, donc à plusieurs, on est 14. Il y a 14 sociétaires qui ont investi là-dedans. On essaye de préserver, donc à peu près, on a une dizaine d'hectares que l'on gère collectivement autour du hameau. Voilà. Et ça, je pense que... alors, tout le monde n'est pas agriculteur, tout le monde n'a pas la fibre, mais il y a la solidarité. Voilà. Il y a des gens qui mettent des fonds pour sauver la biodiversité, pour sauver des espaces agricoles. Ça, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup, Gaston, pour cette dernière intervention. Je vais demander à Arthur Grandpont et à Monsieur Claret de revenir parmi nous. Alors, je donne la parole à Monsieur Claret, qui va se présenter. Oui, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me représenter. Je vais me présenter d'ailleurs, tout simplement, puisqu'on a eu une présentation qu'en groupe restreint et pas avec l'ensemble des personnes connectées. Donc, je m'appelle Benoît Claret, je suis nouveau président de la Chambre d'agriculture et je suis exploitant, agriculteur sur la commune de Mars, un petit village de montagne, sur une exploitation familiale. Avec mon frère, on produit du lait de vache pour faire des yaourts chez Sodial, des fromages dans une petite fromagerie de montagne qui s'appelle la fromagerie du Varet, et on élève également des chèvres en AOP Picodon. Bon, l'intervention, d'abord, vous remercier pour la qualité de la présentation et des débats qui ont pu être présentés cet après-midi. Saluer Monsieur le maire, avec qui on travaille sur de nombreux dossiers et où on trouve des solutions. Vous dire en tout cas que pour nous, la Chambre d'agriculture, l'enjeu climatique, c'est un enjeu crucial. C'est un enjeu crucial. C'est ce qui va nous permettre tout d'abord de conserver cette agriculture et finalement cette typicité des territoires ardéchois, où on l'a dit, un territoire complexe, où on passe de 30-35 mètres d'altitude à 1754 à la cime du Mont Mézin, une agriculture qui est aussi diverse que sa géologie, mais aussi diverse aussi que la culture sociologique que les hommes, dont les hommes ont construit cette agriculture au fil des temps. Et je crois que c'est toute cette dynamique que l'on souhaite conserver auprès de la Chambre d'agriculture, mais avec un avant préalable qui se porte et qui dit que on peut tous changer notre avenir, on peut tous le changer également parce qu'on est tous acteurs. En effet, on est tous acteurs. Il y a l'agriculture, bien sûr, mais on est tous acteurs de notre quotidien, du changement, et notamment par notre consommation. Alors, c'est vrai que le préalable et la présentation, c'était un yaourt. Il suffit de consommer des yaourts locaux pour faire en sorte de réduire cette consommation de yaourts qui ont, pour une petite partie, ont traversé des produits composants et une partie ont traversé la planète. Et se dire qu'au travers de tout ça, notre consommation, notre action sur le territoire change
finalement inéluctablement l'agriculture qu'on va avoir autour de nous. C'est aussi notre action. On l'a vu au travers notamment du dernier témoignage ou des témoignages en particulier, notre action à toutes et à tous qui fait en sorte qu'au quotidien, on puisse avoir collectivement un impact positif sur tout ce qui nous entoure. Pour nous, l'agriculture, les défis sont nombreux et majeurs. Et tout particulièrement, nous, on a investi le premier champ qui est le champ de l'économie. Alors, ce n'est pas celui que vous auriez préféré que je mette en premier, parce que l'économie, ce n'est pas forcément celui qui est déterminant, mais c'est celui qui est déterminant sur l'engagement de l'agriculture sur son territoire. Linda, elle a commencé par dire une chose, j'ai changé le système d'exploitation, je suis passé en circuit en vente directe, et ça m'a permis de ramener de la valeur ajoutée. C'est le sens même que l'on porte dans l'économie sur notre territoire, c'est de se dire que plus on crée de la valeur ajoutée aux produits que l'on porte, moins on a besoin d'en produire, plus on a de temps et de facilité à pouvoir les adapter au contexte, que ce soit un contexte climatique, que ce soit un contexte social. Et tout ce travail que l'on peut permettre, il est lié à la valeur de nos produits. Il nous faut des consommateurs, mais il nous faut aussi des produits qui aient de la valeur. Et c'est dans cette démarche-là qu'on a construit notamment ces identifications, qu'on met en avant le label agriculture biologique, mais aussi qu'on travaille sur toutes les autres actions qui puissent faire que sur notre territoire particulier, on a beaucoup de chance, on a beaucoup de produits qui ont beaucoup de valeur, ils sont parfois peu connus et c'est un des axes prioritaires sur lequel on veut avancer. Tout cela sans oublier un critère particulier, c'est le critère de la partie, ce qu'on peut appeler sociale dans les territoires. C'est de dire que finalement, notre action dans le territoire, elle doit permettre de vivre de son métier, avoir quand même donné un sens à ce que l'on peut faire, mais c'est aussi dans le sens où on puisse être sur les territoires avec finalement une action sociale qui nous permette de ne pas laisser des personnes au bord du chemin, avoir une agriculture qui puisse s'en sortir. L'agriculture, c'est notre avenir pour tout le monde, c'est notre avenir pour ceux qui la pratiquent, mais c'est l'avenir aussi de tous les citoyens qui sont présents sur le territoire. Alors même si tout à l'heure dans la présentation, on évoquait une agriculture qui était dépendante, moi je pense surtout que l'agriculture, elle est dépendante pour la quantité de production qu'elle a et finalement le volume de production, mais pas nécessairement, il faut aller plus vite. Et enfin, un dernier item sur lequel on ne peut pas l'éviter, c'est bien sûr le changement climatique, c'est notre capacité environnementale à pouvoir pallier à cette adaptation. Et dans le changement environnemental, c'est bien sûr ce qu'on a cité avec les changements d'espèces variétales, toute cette connexion que l'on peut remettre en œuvre, et on l'a vu au travers du témoignage du sous-directeur du lycée de Benin, que je salue, mais c'est aussi toutes ces actions qui sont portées, expérimentations qui sont portées par la Chambre d'agriculture pour faire en sorte de trouver des solutions. Les solutions, elles ne sont jamais avec une seule entrée, elles sont toujours multiples et elles sont toujours des connexions au territoire où ça demandera l'engagement avant humain de toutes les personnes pour faire en sorte de pallier finalement à ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce changement climatique, il a commencé et comme les cartes l'ont montré, d'ailleurs la Chambre d'agriculture a investi dans un dispositif qui s'appelle Climat 21, c'est terminé, et cette modélisation nous permet d'avoir une visibilité jusqu'à 100 ans et ça nous permettra d'avoir la possibilité d'accompagner l'agriculture dans ces changements, mais bien sûr sans oublier les personnes qui sont présentes sur les territoires, j'en conviens. Je vous remercie en tout cas pour cette prise de parole. Merci. Merci, Monsieur Claret. Pour mettre fin à ce débat et le conclure, je vais redonner la parole à notre premier intervenant, Monsieur Grimancon. Je vais vous demander de faire extrêmement synthétique, si c'est possible, pour essayer de souligner quels sont donc, d'après ce que vous avez entendu, les atouts, voire les fragilités du territoire en termes de résilience. Merci. C'était très intéressant d'écouter toutes ces initiatives. On voit qu'en effet, c'est un territoire très riche, avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de savoir-faire. Alors, je me suis noté, j'ai essayé de classer un peu les initiatives que j'ai entendues pendant cette heure écoulée sur un papier, en les répartissant un peu par ensemble du système alimentaire. Donc, on a vu que le système alimentaire est cette espèce de vaste ensemble complexe avec le foncier, la population agricole, la transformation, la distribution et tout ça. Et on voit qu'il y a des initiatives dans votre territoire qui touchent à peu près chacune de ces thématiques, ce qui est assez bon signe. On voit que vous avez potentiellement une compréhension assez globale, assez systémique de ce qu'est le système alimentaire. Alors, j'ai noté
notamment Monsieur Dubé et la protection des terres agricoles, qui est très intéressante. Gaston Jambois aussi, qui s'attachait à ce que ces hectares de châtaigniers ne soient pas dans le futur transformés en piscines. Pour ce qui concerne la population agricole, il y a des installations d'agriculteurs sur la commune de Saint-Péret. J'imagine qu'il y a d'autres initiatives en ce sens sur d'autres communes du PNR. Linda Boué aussi, qui est agricultrice, qui est éleveuse, croit beaucoup en l'agriculture et au fait que des jeunes puissent s'y intéresser, ce qui est bon signe pour peut-être un attrait pour la profession dans les années qui viennent. Du point de vue de la question des intrants agricoles, c'est-à-dire de tout ce dont l'agriculture a besoin en amont pour fonctionner, là, la Chambre d'agriculture a évoqué qu'il y avait des terres agricoles de bonne qualité qui étaient certes donc soumises à ce changement climatique, mais avec des ressources hydriques suffisantes pour être cultivées dans les années qui viennent, avec un intérêt à préserver ces terres, donc les préserver notamment de l'artificialisation, évidemment. Pour la question du savoir-faire, là, il y a eu des témoignages très nombreux, avec Marine Guetti qui a parlé de la filière bois et du savoir-faire bois sur la région. Linda Boué, à nouveau éleveuse, qui a parlé de son constat très, très clair, très empirique de la présence de sécheresse de plus en plus marquée et de l'adaptation qu'elle propose, notamment à l'échelle de son exploitation avec l'élevage de rouge du Roussillon, donc cette variété de brebis qui sont plus résistantes à la sécheresse. Jean-Marc Jacopelli aussi, qui a parlé d'agroforesterie viticole, l'agroforesterie étant vraiment une des techniques agricoles très utiles pour faire face au changement climatique, les arbres ayant cette capacité à la fois à retenir l'eau, à faire de l'ombrage, à laisser pénétrer l'eau par infiltration dans les nappes phréatiques pour les recharger. Ensuite, du point de vue de la distribution et de l'implication des consommateurs, il y a eu un témoignage de Jean-Luc Riot à Saint-Paul-le-Jeune qui a parlé de vidéos de sensibilisation, de vidéos sur les maraîchers, donc de les remettre au cœur de la compréhension du système alimentaire du point de vue consommateur. Des exemples aussi qui concernent la transformation. La transformation, c'est souvent un élément qu'on oublie dans le système alimentaire. Mais il faut savoir que de la même façon que le nombre d'agriculteurs décroît et que les terres agricoles se concentrent aux mains souvent d'agriculteurs de plus en plus grands, le même phénomène touche aujourd'hui les usines de transformation. Il y avait 40 000 moulins en France il y a un siècle, aujourd'hui il y en a 400. Il y a à peu près 10 sites industriels qui fabriquent, qui fabriquent les 3/4 du beurre qu'on fabrique en France. Donc vous voyez qu'il y a une concentration géographique et économique massive de tout ce qui est transformation. Donc si vous avez encore des usines de transformation, préservez-les autant que possible sur votre territoire. Charlène Nicolet qui aborde la question des stocks, qui nous apprend que tous les Ardéchois ont au moins 2 tonnes de châtaignes dans leur cave, ce qui est un bon signe pour faire face à un pépin s'il y a trop de neige. Et enfin, monsieur Benoît Claret, président de la Chambre d'agriculture, qui aborde ce point fondamental de la valeur ajoutée, ne pas la laisser fuir en dehors du territoire quand on est agriculteur, ne pas les laisser fuir en dehors de sa ferme, puisqu'il y a des acteurs en aval qui, eux, ne se feront pas prier pour apprendre cette valeur ajoutée. Vous savez que si vous allez faire 100 € d'achat alimentaire, au supermarché, en moyenne, il y a 6,50 € qui reviennent aux agriculteurs français. Donc c'est une part minuscule, une part infime qui revient aux agriculteurs. Or, ils sont absolument dépendants de cette ressource. Donc achetez tant que possible en local et les agriculteurs qui en ont les moyens, essayez de développer autant que possible les circuits courts et la valorisation de vos produits agricoles sur le territoire. Voilà un peu un tour des initiatives que j'ai pu entendre et bonne continuation à tous. Mais ça donne une idée que notre territoire ardéchois est quand même plutôt sur la bonne voie de la résilience, d'après ce que je comprends, Florence. Merci, je prends la parole. Merci à tous. Je tiens à remercier les intervenants d'avoir joué le jeu dans ce format qui reste inédit pour nous tous. Et puis, je remercie aussi les participants qui ont osé. J'ai échangé sur le chat avec quelques-uns d'entre vous. Je sais que ce n'est pas facile d'ouvrir sa caméra et de prendre la parole.